Un plant de tomates au bord d'un jardin. Ses feuilles ont pris la couleur du vieux papier. Les tiges s'affaissent vers le sol. Les fleurs qui se sont ouvertes la semaine dernière se sont déjà refermées pour de bon. La plupart des gens voient cela et attrapent une pelle. Ils arrachent la plante, la jettent sur le tas de compost et se disent qu'il n'y avait rien à faire. Mais les pédologues qui étudient le moment où une plante commence à mourir ont découvert quelque chose qui change tout. Dans presque tous les cas, la plante n'est pas finie. Elle est simplement affamée, à court d'un ou deux nutriments spécifiques que le sol ne peut plus fournir. Et ces nutriments, chacun d'entre eux, peuvent être administrés en seulement 48 heures en utilisant des objets qui se trouvent déjà dans une cuisine moyenne. 5 d'entre eux, pour être exact, 5 engrais liquides gratuits que les laboratoires de pédologie universitaire ont mesurés, que les agriculteurs amish et mennonites utilisent depuis des générations, et que l'industrie de la pelouse et du jardin a discrètement mis de côté pour une raison simple. Il n'y a aucun profit dans une peau de banane. Voici l'histoire de ces 5 éléments. Ce que chacun fait, pourquoi chacun fonctionne plus vite que tout ce qui est vendu en sac, et l'erreur que presque tous les jardiniers amateurs commettent et qui empêche ces remèdes de fonctionner comme ils le devraient. Topia 1. L'élixir doré des pelures des pelures d'oignon. Voici une question qui mérite d'être posée avant qu'une autre peau d'oignon ne tombe à la poubelle. Quelle partie de l'oignon contient le plus de potassium? Le bulbe blanc qui va dans la soupe ou la peau brune sèche et papyracée que l'on épluche et que l'on jette? La réponse surprend la plupart des gens. C'est la peau, ses couches externes, considérées comme des déchets depuis que les cuisines existent, contiennent l'une des doses les plus concentrées de potassium, de calcium, de magnésium et de fer que l'on puisse trouver aux rayons fruits et légumes. Elles contiennent également un composé appelé quercétine, le même composé qui rend le vin rouge. Les pommes et les myrtilles bons pour le cœur humain. À l'intérieur d'une plante, la quercétine effectue un travail de protection similaire. Elle protège les feuilles du soleil brûlant de l'été. Et elle ralentit la propagation des infections fongiques. Elle stabilise la chimie interne de la plante lorsqu'une vague de chaleur ou un coup de froid survient. C'est là que l'histoire devient intéressante, car c'est le moment où la plupart des jardiniers font fausse route. Ils entendent parler des pelures d'oignons et imaginent enfouir les peaux directement dans le sol, en s'attendant à ce qu'elles se décomposent et nourrissent les racines. Cette méthode fonctionne, mais elle prend des semaines. Les nutriments restent enfermés à l'intérieur des fibres sèches pendant que la plante continue de flétrir. Le temps que les peaux se décomposent, la plante a déjà disparu. Le vrai truc, c'est l'eau. Et cela revient à quelque chose que la plupart des gens apprennent à l'école primaire et oublient à l'âge adulte. L'eau extrait les éléments des tissus végétaux. De la même manière qu'un sachet de thé libère sa couleur et sa saveur dans une tasse chaude, une peau d'oignon libère ses minéraux dans un bocal d'eau, le processus prend 24 à 48 heures à température ambiante. Une poignée de peau sèche, un bocal d'1 litre, de l'eau fraîche du robinet. C'est toute l'installation. En une journée, l'eau prend la couleur d'un thé léger. Le deuxième jour, elle a la teinte d'un ambre profond. Cette couleur n'est pas une coïncidence, c'est le potassium, le magnésium, le calcium et les composés de quercétine qui quittent le tissu végétal et se dissolvent dans le liquide. Une fois que ces minéraux sont dans l'eau, ils sont déjà sous une forme que la plante peut absorber immédiatement par ses racines. Pas de compostage, pas d'attente, pas de décomposition. Versé à la base d'un plant de tomate qui jaunit ou autour d'un poivron qui a cessé de donner des fruits. Ce liquide ambré commence à agir en quelques jours. Les tiges s'épaississent, les nouvelles feuilles sont d'un vert plus profond, la production de fleurs reprend en une semaine. Et voici un détail que la plupart des livres de jardinage omettent. Le propre système immunitaire de la plante commence à se battre plus fort. Les plantes ont une forme d'immunité et la quercétine aide à l'activer. La pourriture des tiges ralentit, le flétrissement des semis s'estompe. Les plantes qui auraient été arrachées avant le week-end sont, au contraire, toujours debout à la fin de la saison. Voici la partie que personne à la télévision ne dit jamais tout haut. Aucune entreprise d'engrais en Amérique du Nord ne peut bâtir une entreprise autour du thé de pelure d'oignon. Il n'y a aucun moyen de l'emballer, aucun brevet à déposer, aucun espace de rayonnage premium à vendre.
C'est la véritable raison pour laquelle cette méthode a disparu des conseils de jardinage traditionnels au cours des 70 dernières années. Non pas parce que les cristaux bleus dans des sacs en plastique fonctionnent mieux, mais parce que les cristaux peuvent être imprimés avec un logo et vendus 9 $ la boîte. Le thé de pelure d'oignon nourrit directement la plante. Mais l'ingrédient suivant ne nourrit pas du tout la plante. Il nourrit quelque chose de bien plus important. Les milliards de travailleurs invisibles qui vivent dans le premier pouce de chaque plate-bande. Et cela change tout dans la façon dont les plantes poussent. Top 2. Le secret ancestral de l'eau de riz fermentée. Et si l'eau trouble versée dans l'évier chaque soir, l'eau restant du rinçage d'un pot de riz cru, s'avérait être l'un des traitements de sol les plus puissants jamais étudiés au microscope? Cela ressemble à une exagération. Ce n'en est pas une. L'eau de riz lavée contient des amidons, des vitamines B et de petites quantités de fer et de zinc, fraîchement sorties de la casserole. Elle est déjà moyennement utile au jardin. Mais la véritable transformation commence quelques jours plus tard. Après que l'eau a été laissée à température ambiante dans un bocal couvert, le liquide prend une odeur légèrement aigre. Comme le premier soupçon de levain, la plupart des gens la jetteraient à ce stade. Ce faisant, ils jetteraient la partie la plus précieuse. Cette odeur aigre est la signature d'une prolifération microbienne. Des bactéries lactiques et des levures sauvages se sont installées et ont pris possession du liquide. Et c'est là que les recherches d'un agronome japonais nommé Dr. Teruo Higa deviennent importantes. Dans les années 1980, le Dr. Higa, professeur à l'Université des Ryukyus, a introduit le concept de micro-organismes efficaces, souvent abrégé en Ces travaux ont montré que certains microbes bénéfiques, lorsqu'ils sont ajoutés à un sol appauvri, peuvent en le ramener à la vie en quelques semaines. Les formules EM sont aujourd'hui utilisées dans des fermes de plus de 150 pays. Et les microbes au cœur de ces formules sont les mêmes que ceux qui apparaissent naturellement dans l'eau de riz fermentée, gratuitement, sans frais d'expédition. Voici ce qui se passe réellement sous terre lorsque ce liquide est appliqué sur une plate-bande. Les bactéries et les levures de l'eau rencontrent les microbes qui vivent déjà autour des racines des plantes. Les amidons et les sucres de l'eau de riz agissent comme un festin. Le microbiome du sol se réveille, se multiplie et se met au travail. En une seule semaine, la population de microbes bénéfiques autour d'une plante traitée peut tripler. Une cuillère à café de sol sain, après ce type de traitement, peut contenir plus d'1 milliard d'organismes vivants, soit plus que la population de l'Amérique du Nord concentrée dans un volume plus petit qu'un grain de café. Et c'est le moment où l'idée entière devient claire pour la plupart des jardiniers qui l'essayent. L'eau de riz ne nourrit pas la plante. Elle construit le système de soutien de la plante. C'est la différence entre donner un repas à quelqu'un et lui donner une cuisine fonctionnelle. La nourriture s'épuise. Une cuisine continue de produire. Maintenant, l'erreur courante, presque tous les nouveaux utilisateurs d'eau de riz la versent fraîche. Directement après avoir rincé le riz, l'eau de riz fraîche est douce. Elle fait quelque chose, mais très peu. L'eau de riz fermentée, âgée de 3 à 5 jours, est un outil entièrement différent. L'odeur est le signal. Si le liquide ne dégage pas ce léger parfum aigre, il n'est pas encore prêt. Sauter l'étape de la fermentation est la principale raison pour laquelle les gens essayent cette méthode une fois, ne voient aucun résultat spectaculaire et ne réessayent jamais. Il y a aussi une règle de dilution qui compte. L'eau de riz fermentée doit être mélangée à de l'eau plate à raison d'environ 1 part d'eau de riz pour 10 parts d'eau avant de toucher le sol. Non diluée. L'acidité est assez forte pour irriter les racines tendres, surtout chez les semis. Diluée correctement. Elle est assez douce pour être appliquée chaque semaine pendant la saison de croissance. L'eau de riz réveille la vie du sol, mais une plante qui s'effondre déjà aujourd'hui n'a pas le temps d'attendre que le sol se reconstruise. Cette plante a besoin d'une nourriture qu'elle peut boire avant le coucher du soleil. C'est pourquoi la méthode suivante existe. Top 3. La renaissance à partir des restes de légumes. Chaque réfrigérateur en Amérique en possède. La tomate oubliée au fond du bac à légumes. La tête de laitue qui a flétri avant que quiconque n'ait eu le temps de l'utiliser. Le concombre meurtri poussé au fond de l'étagère. Pour la plupart des ménages, ces restes finissent à la poubelle.
ou au mieux dans un bac à compost qui ne produira pas de matière utilisable avant 6 mois. Pour un jardinier qui connaît la méthode, ces mêmes restes sont la source d'azote la plus rapide que l'on puisse fabriquer à la maison. La science derrière cela remonte aux années 1840 et à un chimiste allemand nommé Justus von Liebig, l'un des pères fondateurs de l'agriculture moderne. Liebig a prouvé quelque chose qui a changé la façon dont les agriculteurs percevaient le sol. La croissance des plantes, a-t-il montré, n'est pas déterminée par les nutriments qu'une plante possède en abondance. Elle est déterminée par le nutriment que la plante possède en moindre quantité. C'est ce qu'on a appelé la loi du minimum. Imaginez un tonneau en bois avec des douves de différentes hauteurs. L'eau à l'intérieur ne monte qu'à la hauteur de la douve la plus courte, peu importe la hauteur des autres douves. Une douve courte limite tout le tonneau. Les plantes fonctionnent de la même manière. Si une tomate a du potassium généreux et beaucoup de phosphore, mais pas assez d'azote, sa croissance s'arrête à la ligne de l'azote. Peu importe la richesse du reste du sol et l'azote, dans presque tous les jardins familiaux, est la douve manquante la plus courante. Les restes de cuisine verts contiennent ce que les pédologues appellent un faible rapport carbone-azote. En langage clair, ils sont bourrés d'azote par rapport à leur teneur en fibres. Tomates trop mûres, poivrons mous, épinards flétris, choux frisés meurtris, vieux concombres, tous sont de l'azote déguisé. Lorsque ces restes sont écrasés dans un seau de 5 gallons, recouverts d'eau, lestés avec une assiette pour les maintenir immergés et laissés à fermenter pendant environ 2 semaines, quelque chose de remarquable se produit. Les bactéries présentes dans l'eau brisent les cellules végétales, l'azote enfermé à l'intérieur du tissu est libéré et attiré dans le liquide. Le processus porte un nom, la minéralisation de l'azote. Et dans l'eau, cela se produit beaucoup plus vite que dans un tas de compost. Le liquide fini n'est pas beau, il est sombre, trouble et sans forme. L'odeur est la preuve qu'il est prêt. Tout jardinier qui est passé devant un baril de thé de compost en activité à la fin de l'été connaît l'odeur, terreuse, piquante, incomparable. Dilué à raison d'environ 1 part de liquide de reste pour 30 parts d'eau fraîche, ce digestat va directement sur le sol à la base de la plante. En 4 à 6 jours, le changement est visible. Les feuilles pâles et fatiguées prennent 2 teintes de vert plus profondes. De nouvelles pousses sortent des aisselles des feuilles là où aucune ne se formait auparavant. Les tiges s'épaississent près de la base. Une plante qui semblait finie lundi produit de nouvelles fleurs samedi. Maintenant, l'erreur courante, car celle-ci brûle plus de jardins chaque été que n'importe quel autre. De nombreux jardiniers, enthousiasmés par les résultats, appliquent le liquide directement sur les feuilles en pulvérisation foliaire ou le versent non dilué. Les deux sont un désastre. Le liquide est assez fort pour brûler les feuilles au contact et non dilué. Il peut brûler les poils racinaires de manière irrécupérable. Cette méthode fonctionne au niveau du sol, à la bonne dilution, appliquée sur la zone racinaire. Jamais plus fort, jamais sur les feuilles. Voici la vérité silencieuse que la plupart des jardiniers amateurs ne réalisent jamais. Et cela vaut la peine de s'y attarder un instant. La cuisine américaine moyenne produit plus d'azote en une seule semaine qu'un petit potager n'en a réellement besoin en 1 mois. Les nutriments ne sont pas rares. Ils sont simplement acheminés vers la décharge au lieu de la plate-bande. Un jardinier qui redirige ne serait-ce que la moitié de ce flux de déchets vers le sol n'aura plus besoin d'acheter d'engrais en une seule saison. L'azote résout le problème de la faim, mais la plupart des plantes qui s'effondrent ne manquent pas d'un seul nutriment. Il leur en manque 5 ou 6 à la fois, en quantité différente, tous en même temps. Pour ce genre de sauvetage, un seul ingrédient ne suffit pas. Le jardin a besoin d'une recette complète. Top 4. Le breuvage de l'alchimiste, une formule de cuisine à spectre complet. Si chaque plante en difficulté présente une combinaison de carences légèrement différentes, et s'il existait un mélange unique, composé entièrement d'éléments que la plupart des ménages jettent chaque matin avant le petit déjeuner, qui les couvrait presque toutes à la fois, ce mélange existe. Il se compose comme une recette, chaque ingrédient ayant un rôle spécifique. Et comprendre ce que chacun fait réellement fait la différence entre un tonique à moitié efficace et un tonique capable de sauver une plante du jour au lendemain.
Commencez par 3 éléments familiers tirés de la table du petit déjeuner. Les peaux de banane fournissent du potassium, le minéral qui stimule la floraison, la fructification et la capacité de la plante à faire circuler l'eau dans ses cellules. Un plant de tomates manquant de potassium produit de petites fruits à queue dont la peau se feint à maturité. Les coquilles d'œufs, finement broyées, fournissent du carbonate de calcium, l'élément constitutif des parois cellulaires. La carence en calcium est la cause de l'un des spectacles les plus frustrants dans un jardin de tomates. La tache noire est enfoncée au bas d'un fruit par ailleurs magnifique, connu sous le nom de pourriture apicale, et le marc de café usagé, celui qui reste dans le panier du filtre après l'infusion, ajoute une libération lente d'azote et améliore la texture physique du sol. Maintenant, voici un point sur lequel de nombreux conseils de jardinage sur Internet sont tout simplement faux. Et il vaut la peine de s'y arrêter car ce mythe se transmet depuis des décennies, depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne. On a dit aux jardiniers que le marc de café rendait le sol plus acide. C'est une demi-vérité qui a été transformée en un mythe complet. Le marc de café frais, non infusé, est effectivement acide, mais le marc usagé, celui qui sort d'une cafetière domestique ou d'une presse française, est presque neutre. Les mesures effectuées par les laboratoires de pédologie universitaire placent le marc usagé entre 6,5 et 6,8 sur l'échelle du pH, soit presque exactement là où la plupart des potagers souhaitent se situer. Le marc usagé n'acidifiera pas radicalement une plate-bande. Ce qu'il fera, c'est ajouter de la matière organique, nourrir les vers de terre, améliorer le drainage et libérer de l'azote lentement sur plusieurs semaines. C'est le genre de détail qui sépare un jardinier qui a lu beaucoup de blogs d'un jardinier qui comprend réellement ce qui se passe dans le sol. Le marc de café est utile, mais pas pour la raison que la plupart des gens pensent. 2 ingrédients supplémentaires font passer cette recette de bonne à exceptionnelle. Le premier est le sel d'Epsom, techniquement du sulfate de magnésium. Le magnésium se trouve au centre exact de chaque molécule de chlorophylle dans chaque feuille verte sur Terre. Pas de magnésium, pas de chlorophylle, pas de chlorophylle, pas de photosynthèse. Lorsque le magnésium vient à manquer, les feuilles commencent à jaunir entre les nervures, tandis que les nervures elles-mêmes restent vertes, un motif connu sous le nom de chlorose internervaire. Une cuillère à soupe de sel d'Epsom dissoute dans le breuvage apporte un boost direct de magnésium qui peut inverser ce motif en quelques jours. Une mise en garde critique s'impose ici, car c'est là que les jardiniers bien intentionnés s'attirent des ennuis. Le jaunissement des feuilles peut avoir de nombreuses causes. La carence en azote jaunit d'abord les feuilles les plus anciennes. La carence en fer jaunit les feuilles les plus jeunes. Un arrosage excessif et la pourriture des racines peuvent jaunir toute la plante. Le sel d'Epsom est spécifiquement un remède à la carence en magnésium. Lorsque la cause est une pénurie de magnésium, la transformation est spectaculaire et rapide. Lorsque la cause est autre chose, le sel d'Epsom fait très peu, et en ajouter de manière répétée, en pensant que le problème ne se résout pas, peut en fait déséquilibrer les nutriments du sol. La leçon, diagnostiquer avant de traiter. Le deuxième ingrédient spécialisé est la mélasse noire. Pas la mélasse de table ordinaire, la noire, la version sombre et presque amère qui provient de la dernière ébullition de la canne à sucre. La mélasse noire est riche en fer et en oligo-éléments, mais son véritable rôle dans cette formule est différent. Et c'est quelque chose que presque aucun site de jardinage n'explique correctement. La mélasse est une nourriture pour les microbes. Une cuillère à soupe de mélasse noire mélangée dans le pichet d'un gallon de breuvage est comme une cloche de dîner pour chaque bactérie bénéfique présente dans le liquide. Leur population se multiplie en quelques heures. Ces microbes hyperactifs décomposent ensuite les peaux de banane, les coquilles d'œufs et le marc de café beaucoup plus rapidement que les ingrédients ne se décomposeraient d'eux-mêmes. Un breuvage sans mélasse met 3 semaines pour être utile. Un breuvage avec de la mélasse peut être prêt en 3 jours. Tous ces éléments, peau de banane, coquilles d'œufs écrasées, marc de café usagé, sel d'Epsom et mélasse noire, vont dans environ 1 gallon d'eau tiède et infusent pendant 3 à 5 jours dans un seau couvert. Le résultat est un tonique à spectre complet contenant du potassium, du calcium, de l'azote, du magnésium,
du phare, des oligoéléments et une culture vivante de bactéries actives. Le tout en un seul versement. L'erreur courante ici est simple, et c'est celle que la plupart des gens commettent. Oublier la mélasse. Sans ce catalyseur microbien, les peaux et les coquilles restent dans l'eau et libèrent leurs nutriments lentement. Semaine après semaine, avec la mélasse en place, la libération se produit en quelques jours. Cette seule cuillère à soupe fait la différence entre un engrais à diffusion lente et un sauvetage instantané. Cette recette couvre la cuisine moderne, mais il existe une autre méthode, plus ancienne que n'importe lequel de ces ingrédients, plus ancienne que le café et les bananes dans les épiceries américaines, plus ancienne que la plupart des maisons de n'importe quelle ville où cette vidéo est diffusée. Une méthode utilisée par toutes les civilisations qui ont cultivé leur propre nourriture. Top 5. Le sachet de thé géante, extrait de fumier vieilli. Avant 1913, l'engrais synthétique n'existait pas. Chaque ferme sur Terre, de l'Iowa à l'Irlande en passant par les contreforts de l'Inde, fonctionnait avec les deux mêmes intrants, le fumier animal et le compost. Puis, un chimiste allemand nommé Fritz Haber, avec un ingénieur nommé Karl Bosch, a inventé un processus qui extrait l'azote de l'air et le transforme en ammoniac. Cette invention, aujourd'hui appelée procédé Haber-Bosch, est souvent créditée d'avoir nourri la moitié de la population humaine vivante aujourd'hui. C'est aussi discrètement le processus qui a vidé de sa vie les terres agricoles de la majeure partie du monde industrialisé au cours des 100 années suivantes. C'est le compromis que presque personne n'explique dans un livre de jardinage. L'azote synthétique a nourri des milliards de personnes. Il a également appris aux agriculteurs à nourrir la plante tout en affamant le sol. Les résultats sont aujourd'hui visibles depuis l'espace. Des zones mortes dans le golfe du Mexique, une structure de sol effondrée dans les grandes plaines et une perte lente et progressive de la vie microbienne qui maintient un jardin véritablement vivant. Pour un jardinier amateur, la vieille méthode fonctionne toujours, et pour sauver une plante mourante dans un jardin, elle surpasse toujours la version synthétique. Cette méthode s'appelle le thé de fumier, chez les anciens agriculteurs des collines des Appalaches et de la campagne de Pennsylvanie. Elle porte un autre nom, le sachet de thé géant. L'installation est aussi simple que n'importe quelle méthode de cette liste. Une pelletée de fumier vieilli et séché, provenant de poules, de vaches ou de lapins, jamais frais. Va dans un sac pour eux. Une vieille taille d'oreiller en coton fait l'affaire. Un sac d'alimentation en toile de jute ou un sac à linge en filet convient également. Le sac est noué au sommet et plongé dans un seau d'eau de 5 gallons. Au cours des 3 à 5 jours suivants, l'eau extrait lentement les nutriments solubles, azote, phosphore, potassium et une longue liste d'oligoéléments, laissant la matière solide en toute sécurité à l'intérieur du sac, où elle ne brûlera pas le jardin et ne transportera pas de graines de mauvaises herbes dans les plates-bandes. Chaque type de fumier apporte un profil différent, et choisir le bon compte plus que la plupart des gens ne le pensent. Le fumier de poule vieilli contient les niveaux d'azote et de phosphore les plus élevés des 3, ce qui en fait le stimulant de croissance le plus puissant. Une seule tasse de thé de fumier de poule, correctement dilué, peut redonner à une plante de tomates fatiguée une floraison intense en une semaine. Le fumier de vache est plus équilibré, moins riche en azote, mais exceptionnel pour construire la structure à long terme du sol et pour nourrir la couche d'humus sous la couche arable. Le fumier de lapin est le secret bien gardé des jardiniers expérimentés. C'est le seul fumier courant qui peut être appliqué brut dans un jardin sans brûler les racines, car l'azote est déjà sous une forme douce. Le thé à base de lapin est l'option la plus douce et la plus sûre pour les jeunes semis. Voici l'erreur qui tue plus de jardins au thé de fumier que n'importe quel autre facteur. L'utilisation de fumier frais. Les déjections fraîches de n'importe quel animal contiennent trop d'ammoniac. Elles transportent également des graines de mauvaises herbes et des agents pathogènes provenant de ce que l'animal a mangé cette semaine-là. Un seul seau de fumier frais appliqué trop généreusement peut brûler une rangée entière de semis en 48 heures. Le fumier doit être vieilli, idéalement pendant 6 mois à 1 an, avant d'entrer dans le sachet de thé. Il n'y a pas de raccourci pour cette étape. Une fois le thé infusé, la dilution devient la décision critique suivante.
Le liquide fini est dilué jusqu'à obtenir la couleur d'un thé glacé léger. Environ 1 part de thé pour 10 parts d'eau propre, avant qu'une seule goutte ne touche le jardin. Ce rapport de dilution n'est pas une supposition. C'est la ligne entre un tonique qui guérit et un tonique qui brûle. Appliqué à la bonne concentration, une seule tasse versée dans la zone racinaire d'un plant de tomates peut maintenir cette plante prospère pendant 1 semaine entière, parfois plus. Il y a un dernier détail qui vaut la peine d'être connu, car les anciens agriculteurs ne jurent que par lui et la pédologie moderne le confirme aujourd'hui. Le thé de fumier est plus efficace lorsqu'il est appliqué aux heures fraîches, tôt le matin ou la dernière heure avant le coucher du soleil. Dans la chaleur de la mi-journée, une grande partie de l'azote s'évapore avant que les racines ne puissent l'absorber. Dans la fraîcheur du soir, le sol retient les nutriments et la plante boit à son propre rythme pendant la nuit. Le résultat final est un engrais qui combine tous les nutriments essentiels dont une plante a besoin avec les microbes vivants qui aident la plante à utiliser réellement ces nutriments. C'est l'écosystème complet dans un seul seau. Et cela ne coûte rien de plus que ce que les animaux ont déjà fourni gratuitement. 5 engrais, 5 méthodes, chacun se trouvant déjà dans la cuisine, le jardin ou la remise, chacun résout un problème différent, chacun ne coûte rien, chacun commence à agir en 1 semaine, et dans certains cas en moins de 2 jours. Ce qui lie ces 5 éléments, c'est le principe qui les sous-tend. Les choses que l'on appelle le plus souvent des déchets dans une cuisine moderne sont, dans presque tous les cas, les intrants exacts dont un jardin a besoin pour reprendre vie. Le jardinier qui comprend cela a accès à une réserve d'engrais qui ne s'épuisera jamais, n'augmentera jamais ses prix et ne portera jamais d'étiquette d'avertissement. Le jardin, en retour, demande seulement que son gardien soit attentif et se souvienne du fonctionnement des anciennes méthodes. La prochaine fois qu'un plant de tomates commencera à jaunir, qu'un poivron cessera de donner des fruits ou qu'une fière vieille courgette commencera à flétrir, faites une pause avant d'attraper la pelle. Le remède se trouve très probablement déjà dans la poubelle. Si l'un de ces 5 remèdes vous parle, laissez un commentaire ci-dessous sur celui que vous essayerez en premier. Partagez cette vidéo avec un ami jardinier qui a perdu plus de plantes qu'il n'en a sauvées. Et gardez le savoir ancien vivant, car chaque cuisine qui redonne ses restes au sol est un petit morceau de plus de quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. Bon jardinage! Si ces remèdes ancestraux ont changé votre regard sur les restes de votre cuisine, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons l'avenir ensemble. Le prochain trésor sera bientôt révélé.